Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-René Auger et de le remercier d'avoir accepté de donner cette conférence. Alors Jean-René Auger, je dirais qu'il a 3 casquettes, mais je me détromperai éventuellement. Il est flic, il est écrivain et aussi enseignant. Donc son parcours est... je vais peut-être me mettre là. Donc il est né à Perpignan, avec une enfance, si j'ai bien compris, passée dans une cité où il y avait la mixité sociale. Et ce qu'on peut dire aussi de Jean-René Auger, c'est que un peu tous les événements de sa vie personnelle et professionnelle ont fini par donner chaque fois un livre. Donc vous pourrez d'ailleurs trouver ces livres sur la table au fond de la salle, ainsi que d'autres autour du sujet de ce soir. Sur la mixité sociale, sur ces cités, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Taïeb de Troyas. Oui. Troyas, c'est pas trop une cité populaire. Le premier, c'est un peu toujours autobiographique. Voilà. Il est ensuite devenu policier à la PJ de Marseille. Bon, je pense que ça devait être assez animé. Et il est revenu dans notre département, dans son département d'origine, pour travailler à 2 pas d'ici, à la police de l'air et des frontières. Non, aux frontières. À la PAF, c'est bien ça? À la PAF. À la PAF. Police aux frontières, oui, pas de l'air. Police aux frontières. Et donc, en tant que policier, avant d'être dans la police aux frontières, ici, vous avez encore été dans la police. Police judiciaire. Ici à Perpignan, juste à côté. Voilà. Aussi. Et donc là aussi, l'expérience de la police ici a donné lieu aussi à un livre policier. Ensuite, donc, la police de l'air et de la police aux frontières qui lui permet de découvrir aussi tout un univers de misère, de drame et aussi beaucoup de pays étrangers. Et notamment, il a beaucoup travaillé avec des ressortissants de Tchétchénie. Là aussi, il y a encore eu un livre. Et finalement, le dernier livre qui a fait d'ailleurs pas mal de bruit, puisqu'on avait découvert une interview dans le journal L'Indépendant, sur les faux chiffres de l'immigration, donc qui est vraiment lié à ce qu'il a vécu, mais ça il vous en parlera bien mieux que moi, sur des pratiques assez étonnantes, on va dire. Voilà. Donc c'est un parcours, et aussi il enseigne le droit à l'université de Perpignan, dans le droit toujours lié, je pense, au droit des étrangers. Voilà. Donc pour le... Un vacataire, je ne pas enseignant. Très rapidement, le parcours de Jean-René Auger, donc, qui va développer sur tout ça. Je dois dire aussi que ce goût pour l'écriture et pour la littérature lui a été beaucoup... il l'a acquis au contact de quelqu'un que nous connaissions très bien ici, bien sûr, notre camarade André Stille, car il se trouvait qu'ils étaient voisins à Camélas, au hameau de Belle-Croze. Et donc, André Stille, je crois qu'il a beaucoup compté pour votre incitation à l'écriture. Et je crois que malheureusement, il est... Pour beaucoup de choses, oui. C'était un grand monsieur. C'était pas nous qui allons contredire. Et il n'a pas pu prendre connaissance de vos livres, finalement, puisqu'il est mort trop tôt. Qui est sorti en 2006, il est mort en 2004. Voilà. Bien, mais écoutez, sur ce, je vais donc laisser la parole à Jean-René Auger qui va développer sur sujet qu'il connaît parfaitement, donc sur l'immigration clandestine et sur d'autres sujets également. On y va. Je vous laisse la parole. D'abord, je tenais à vous remercier pour votre accueil. J'ai déjà sympathisé avec certains d'entre vous. C'est vraiment sympathique. Je découvre la salle. Je vous découvre vous aussi. C'est vraiment super. Merci de cet accueil. Et je voulais vous dire aussi, elle a dit toute la joie que j'ai de me retrouver ici aux Travailleurs catalans, parce que pour moi c'est un sacré souvenir d'amitié que j'ai eu avec André Stille, et ça n'a pas de prix. Et ce moment d'amitié que vous me donnez, que vous me faites revivre, vraiment je vous en remercie. Donc je suis là pour parler de l'immigration clandestine,
Mais ne vous attendez pas à ce que je vous dise c'est bien ou c'est mal, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de vous donner des éléments de droit qui vous permettront, certainement vous les avez déjà, mais qui vous permettront de vous prononcer ou pour ou contre ou à moitié, enfin des éléments de droit qui sont immuables, qui dirigent toute la politique d'immigration du gouvernement. Parce que même quand un gouvernement dit on va étudier les dossiers au cas par cas, humainement ça ne veut rien dire. Le cas par cas c'est uniquement le droit. Alors au cas par cas, oui, si telle personne s'adapte à telle règle de droit, il aura tel bénéfice ou tel désavantage, mais le cas par cas ça ne veut rien dire. Donc le droit, c'est lui seul qui va diriger les politiques d'immigration. Donc en France, la lutte globale contre l'immigration clandestine a été confiée à une direction spécialisée de la police nationale qui est, alors vous le connaissez, vous le savez, elle est juste à côté, la police aux frontières, et non pas la police de l'air et des frontières, effectivement, qui existait en 1944. Donc police aux frontières, qui a été créée en tant que direction autonome gérant ses propres budgets et ses propres moyens en 1973. C'est une direction, c'est une des dernières directions de la police nationale qui a été créée. Avant cette date-là, avant les années 70, l'immigration n'a jamais constitué un problème pour le gouvernement français. Il suffisait de passer la frontière, de venir, de trouver du travail, puis on demandait d'être régularisé, c'était pas plus compliqué que ça. En 1970, avant les années 70, les frontières étaient tenues comme aujourd'hui par le service des douanes pour ce qui est le contrôle des marchandises et pour le contrôle des personnes, entre guillemets, puisque le contrôle des personnes, c'était pas ça qui était important, par une sous-direction des renseignements généraux qu'on appelait la police de l'air et des frontières, qui a été créée en 1944. Pourquoi les renseignements généraux? Eh bien tout simplement, je le répète, ce n'était pas l'immigration qui était importante, c'était de savoir ce qui se passait dans le pays voisin. Et en ce qui nous concerne, nous, ce qui se passait côté espagnol. Donc, quoi de mieux que les renseignements généraux pour se charger de cette mission de renseignement de l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 pour que le gouvernement, à l'époque c'était Pompidou et le gouvernement de Mesmer, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là pour que d'un seul coup l'immigration arrive au premier plan des préoccupations gouvernementales, si bien qu'on ressente le besoin de créer une police vraiment spécialisée dans le traitement de l'immigration? Eh bien, deux choses. La première raison est une raison d'ordre économique. Les années 70 marquent la fin d'une période de prospérité qu'on a connue et qu'on a appelée les 30 Glorieuses, période après-guerre. Et c'est une crise économique que traverse la France et qui aboutit en 1973 au premier choc pétrolier. Donc là aussi, alors, augmentation des prix du pétrole, dépendance du pays à cette ressource, inflation considérable, et puis les premiers chômages de masse qui arrivent en France. Donc une raison économique et aussi une raison sociale, parce que tous les travailleurs immigrés qu'on a acceptés sur notre territoire, puis c'était facile de venir à l'époque, tous ces travailleurs-là, poussés par les associations, descendaient dans les rues pour dénoncer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail en France, qui étaient vraiment lamentables. Et au-delà de ça, pour dénoncer surtout leurs conditions de logement. Et la France traversait, en plus de la crise économique, une crise du logement. Et c'est pour répondre à ces deux problématiques, pour apporter une solution à la fois économique et au logement, que le gouvernement de Mesmer a décidé de durcir les conditions de régularisation des étrangers en France. À partir de ce moment-là, il a imposé deux conditions. Seront régularisés les étrangers qui avaient un travail, donc ça résolvait un peu le problème de la crise économique, seront régularisés les étrangers qui ont un travail et qui peuvent justifier d'un logement décent. Mais en imposant ces deux conditions, le gouvernement a oublié toute une partie de la population étrangère qui se trouvait déjà sur le territoire et qui ne réunissait pas ou l'une ou l'autre des conditions. Et qui de ce fait s'était retrouvée en situation irrégulière, avec l'épée de Damoclès d'être contrôlés, interpellés et puis reconnus dans leurs frontières. Donc c'est pour régler ce problème de tous ces gens qui d'un seul coup étaient devenus irréguliers sur le territoire, et pour en même temps mettre en place un contrôle, pas renforcer puisqu'il n'existait pas, mettre en place un contrôle à nos frontières, un contrôle des flux migratoires, qui a été créé la police aux frontières, et non plus la police de l'air et frontières. C'est là qu'elle a basculé. Et en même temps qu'on prenait ces décisions, il fallait faire en sorte que l'opinion publique suive le gouvernement. Et donc on a joué sur les mots. Avant, on parlait de travailleurs immigrés, ou de travailleurs étrangers, ce qui, ma foi, a une connotation plutôt positive, parce que dans le travailleur immigré, il y a la valeur travail. Travail, enrichissement, participation à l'économie, etc., etc.
Et puis on a arrêté dans les années 70 de parler de travailleurs immigrés, on n'a plus parlé que d'immigrés. Alors l'immigré, c'est pas pareil. L'immigré, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait. Ça me fait penser au sketch de Fernand Reynaud, l'immigré qui vient manger le pain des Français. Et quand on oublie la valeur travail, eh bien l'immigré ça va, mais on a oublié qu'il fait mélanger, cet immigré-là, celui de Fernand Reynaud. Donc ça c'est très important. Et l'immigré est resté jusque dans les années 2010, où quand on a eu la flux des migrants, mais on a abandonné immigré, la connotation plutôt négative, et on a utilisé le mot migrant. Parce que migrant, ça attire la compassion. Un migrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays parce qu'il est forcé de partir, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la misère, parce que... voilà, ce n'est pas de sa faute. Donc on joue sur les mots pour faire passer auprès de la population un certain nombre d'idées. Donc la police aux frontières a été créée en 1900, la direction centrale en 1973, et elle va travailler donc dans le cadre du droit national, bien évidemment, le droit français, le code pénal, puisque un certain nombre d'infractions se retrouvent dans le code pénal, le code de procédure pénale qui régit toutes les procédures de la police, le CEDEDA, le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile, là c'est vraiment particulier au droit des étrangers, le droit administratif également, puisque Police Frontière va à la fois mélanger le droit pénal et le droit administratif, puisqu'il va jouer avec les décisions d'éloignement. Travailler donc en conformité avec le droit national, mais aussi et surtout avec le droit européen, parce que depuis maintenant 1995, ça a commencé un peu avant, mais la France ne doit pas être considérée comme un pays seul, unique, qui va gérer ses problèmes migratoires, mais la France fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui s'appelle l'espace Schengen, dont tout le monde a entendu parler. Alors Schengen, qu'est-ce que c'est? Bien, Schengen, c'est une idée du Luxembourg qui a proposé aux pays européens dans les années 80 de mettre en place ce qui se passait déjà depuis 1958 entre les pays du Benelux, c'est le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Ces trois pays avaient abaissé leurs frontières, abaissé leur contrôle à leurs frontières respectives pour permettre une libre circulation des gens sur la surface totale des trois pays. Et l'Europe a été d'accord pour appliquer ce système-là à la totalité de l'Europe. Donc Schengen, c'est un vaste espace de libre circulation. Maintenant, on voudrait qu'il soit de sécurité et de justice également. Restons à la libre circulation. Un vaste espace de libre circulation composé par le sol de plusieurs États qui vont adhérer à ces accords. Alors, le dire comme ça, c'est simple, un vaste espace. D'accord, on va pouvoir circuler d'un pays à l'autre. Mais avant d'arriver à la réalité de Schengen, il a fallu patienter 10 ans. Les accords ont été signés en 1985. La mise en application de Schengen, c'est 1995. Tout d'abord, il a fallu distinguer les frontières. Les frontières qui allaient séparer deux pays signataires des accords allaient s'appeler les frontières intérieures. Les frontières intérieures, c'était les frontières sur lesquelles on allait enlever les contrôles de police, celles qui allaient permettre le passage d'un pays à l'autre. Et puis, il y a les frontières extérieures. Ce sont les frontières qui entourent la totalité de l'espace et qui protègent l'espace de tous les pays étrangers. Actuellement, c'est une ligne d'à peu près 50 000 km. Une fois qu'on a défini cette grande frontière extérieure, il a fallu définir des points de passage frontière qui allaient être obligatoirement empruntés pour rentrer dans l'espace ou pour sortir dans l'espace. Ces points de passage frontière, la France en a à peu près 150. Ici, nous, dans notre département, nous en avons 3. C'est un cas d'école. On a l'aéroport de Perpignan, un point de passage frontière aérien. Alors l'aéroport de Perpignan, pourquoi? Bien tout simplement parce que depuis un an, je crois, ou un peu plus, il y a des vols vers le Maroc, réguliers. Mais avant même qu'il y ait les vols vers le Maroc, c'était un point de passage frontière sur une frontière extérieure, parce qu'il y avait des vols vers Londres. Et la Grande-Bretagne, bien que faisant partie de l'Union européenne, ne faisait pas partie de Schengen. Nous avons notre point de passage frontière maritime, cette fois, c'est le port de Port-Ventre, qui reçoit des porte-conteneurs de Côte d'Ivoire. Et nous en avons un troisième, alors celui-là, on l'oublie souvent, c'est un point de passage sur une frontière extérieure qui est à Porta. C'est la frontière entre la France et la principauté d'Andorre, qui, elle, ne fait pas partie de Schengen. Donc, une fois qu'on a défini ces points de passage frontière, on s'est dit, on est pratiquement prêt, il suffit d'enlever nos contrôles à nos frontières maintenant. Mais tous les pays ont craint un manque de sécurité, parce qu'enlever la police aux frontières, même si c'est la frontière franco-espagnole, c'est pas évident. La criminalité va en profiter, etc., etc. Donc, on a pris un certain nombre de mesures compensatoires qui allaient un peu contrebalancer ce retrait de la police des frontières. On a tout d'abord instauré ce qu'on appelle une responsabilité des transporteurs.
À partir du moment, on est parti du principe, à partir du moment où un transporteur aérien, comme un avion terrestre, un autobus ou maritime, un bateau, à partir du moment où un transporteur va amener un clandestin, une personne démunie de papier qui n'aura pas le droit de rentrer en France, sur une frontière extérieure de l'Europe, donc les frontières extérieures françaises, eh bien ce transporteur-là, non seulement sera passible d'une condamnation pénale, mais il sera en plus dans l'obligation de ramener l'individu qui l'a amené jusqu'à notre frontière, de le ramener au point où il a commencé à emprunter le transport. Alors, le point où il a commencé à emprunter le transport, ça peut être son pays d'origine, mais ça peut être un autre pays dans lequel la personne est complètement inconnue. Et peu importe que le voyageur soit majeur ou mineur, ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'on appelle le réacheminement. Et puis, en plus de ça, on a introduit dans le droit français un certain nombre de dispositions législatives, réglementaires, justement pour pallier ce manque de sécurité. Donc, on a donné à la police aux frontières, enfin aux forces de l'ordre, je suis focalisé sur la police aux frontières, mais aux forces de l'ordre, la possibilité, puisqu'on les a levés des frontières terrestres avec un pays Schengen, on leur a donné la possibilité de contrôler l'identité de toutes les personnes qui circulent à proximité de la frontière. On ne va plus faire de contrôle frontière, mais on va dire que la police va pouvoir contrôler l'identité de toute personne qui se trouve dans une bande comprise entre la frontière terrestre, intérieure, comme la nôtre, franco-espagnole, et une ligne imaginaire tracée à 20 km au-dessus. C'est-à-dire que dans cette bande des 20, l'identité de toutes les personnes qui s'y trouvent peut être contrôlée sans que la police puisse ait à justifier du pourquoi de cette mesure. Si vous faites votre marché au boulot, vous pouvez être contrôlé à tout moment, sans aucune raison. On a donné aux forces de l'ordre également la possibilité de contrôler l'identité de toutes les personnes qui se trouvent dans un lieu ouvert au public, des gares, des aéroports et des ports ouverts au trafic international. Or, par trafic international, ce n'est pas le trafic extra-Schengen. Le TGV qui arrive de Barcelone, c'est international. Donc, si vous vous trouvez dans l'enceinte de la gare de Perpignan, là encore, votre identité va pouvoir être contrôlée à tout moment par les forces de l'ordre. Mais ce qui s'est encore plus développé, plutôt que ces petites mesures rajoutées au droit français, c'est la coopération policière, la coopération de la justice. Coopération policière avec la mise en place d'un immense fichier qu'on appelle le SIS, c'est le fichier d'information Schengen, dont les serveurs se trouvent à Strasbourg, qui est un fichier qui est géré par la France. C'est une immense base de données qui est alimentée par toutes les polices européennes et qui contient tout ce qu'on peut imaginer comme renseignements sur les personnes, sur des étrangers qui ont été interdits de séjour, sur des criminels, sur des voitures volées, sur des bijoux, sur des tableaux. On va retrouver dans ce fichier un peu tout ce qu'on veut, c'est la boîte à Pandore. On va développer ce qu'on appelle la coopération bilatérale. Au début de la mise en place de Schengen, on a inventé des commissariats communs. C'était des lieux dans lesquels il y avait à la fois des policiers, alors je me réfère tout le temps à notre département, et c'est pareil en Allemagne. Nous, c'était des policiers français et des policiers espagnols. En Allemagne, c'est des policiers français et des commissariats communs qui regroupent les deux forces de police, d'un pays et de l'autre. Et puis, comme c'était assez petit comme structure, en 2004, on les a développés et c'est devenu des centres de coopération police-douane. Il y en a un au Pertus, quand on arrive au Pertus, en face le cimetière. Là, ce sont des centres. À l'intérieur de ces centres, il y a des policiers français, des gendarmes français, des douaniers français et leur homologue du pays espagnol. Leur rôle, c'est simplement de faciliter le passage d'informations d'un pays à l'autre. Parce que la criminalité profite de cette levée des barrières aux frontières, et donc l'information doit être très très rapide. Donc si un policier français a besoin de connaître ce qui se passe, une information, une vérification en Espagne, il va taper sur CCPD. Les policiers français vont passer la fiche au policier espagnol, les policiers espagnols demanderont l'intervention des policiers en place dans le fin fond de l'Espagne, on demande l'information, et l'information va revenir. Si un policier espagnol a besoin d'un renseignement en Allemagne, il passera par le CCPD français de Pertus, qui va s'adresser au CCPD français de Kehl, entre la France et l'Allemagne, et les policiers allemands de là-bas vont faire la recherche et l'information retournera sur les policiers espagnols. On a mis en place une agence que tout le monde connaît, parce qu'on en parle beaucoup, c'est l'agence Frontex. Frontex, c'est les initiales de frontières extérieures. Donc le rôle de Frontex, c'était surtout de participer à la formation de tous les gardes-frontières, pour qu'il y ait une uniformisation dans les contrôles de la frontière extérieure. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à contrôler les frontières extérieures,
de façon Schengen. C'était plus facile de passer au nord qu'au sud, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en fait les contrôles n'étaient pas faits de la même façon. Et chacun contrôlait en fonction de sa propre législation ou en fonction de ses propres habitudes. Donc Frontex participe à l'uniformisation des contrôles sur les frontières extérieures. C'est une agence qui est composée de policiers de tous les pays Schengen, qui va coordonner les actions internationales quand des réseaux de prostitution, des réseaux de drogue ou même du trafic d'armes et que des gens doivent être interpellés ou des perquisitions similaires sur l'ensemble de l'Europe. C'est Frontex qui va coordonner toutes ces interventions. Et puis, si on entend beaucoup parler de Frontex, c'est simplement parce qu'il intervient en tant qu'assistant, conseiller, surtout assistant, pour certains pays à l'occasion d'événements imprévisibles, d'événements qui sont difficilement gérables, comme l'arrivée des migrants par voie maritime. Dernièrement, ils sont intervenus en Espagne, en Italie, en Grèce. Donc, voilà le rôle de Frontex. Et puis, encore plus poussé dans cette coopération de police, on a donné aux policiers Schengen un droit de poursuite et d'observation. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Le droit d'observation, c'est quand un policier, je reviens tout le temps à la France et je m'explique par rapport à l'Espagne, c'est quand un policier français surveille quelqu'un, une filature. On a une surveillance, on sait que quelqu'un est impliqué dans un trafic, donc on va le surveiller. Cette personne va à Rosas acheter du pastis ou n'importe quoi. Que fait le policier français quand il arrive à la frontière? Avant, il s'arrêtait. Maintenant, il va pouvoir lui aussi franchir la frontière et poursuivre sa surveillance sur le territoire Schengen limitrophe. Donc, le droit d'observation, c'est un droit qui est accordé en Allemagne pendant un temps indéterminé. On peut surveiller quelqu'un qui a décidé de rester un mois en Allemagne et on peut le surveiller sur l'ensemble du territoire. C'est pareil en Belgique, c'est différent en Espagne, c'est différent au Luxembourg et en Italie, où on peut le surveiller autant de temps qu'on veut, mais on ne peut pas le surveiller plus loin que 10 km par rapport à la frontière. C'est-à-dire que c'est pas excessif. Ça se fait bien évidemment dans le cadre d'une entraide judiciaire. Dès que le policier français franchit une frontière, l'autorité du pays dans lequel il est arrivé est immédiatement informée et le magistrat qui va surveiller, le magistrat espagnol donc qui va surveiller le policier français peut à tout moment mettre fin à ce droit. Le droit de poursuite, c'est à peu près le même, à part que le droit de poursuite concerne ce qu'on appelle une chasse. Quand un crime vient d'être commis, alors ce sont des crimes graves, hein, c'est pas meurtre, terrorisme, ils sont énumérés dans la convention d'application des accords Schengen pour des crimes graves. Le policier français qui va prendre en chasse l'auteur d'un de ces crimes, si le criminel pense se réfugier en allant en Espagne, il a peut-être tort parce que la police française va pouvoir le poursuivre jusque dans le territoire espagnol. Là, c'est pareil. La police française va pouvoir traverser le territoire allemand, va pouvoir le poursuivre l'individu dans la totalité du territoire et pour une durée limitée, et va pouvoir, c'est exceptionnel, procéder à l'interpellation de l'individu sur le sol allemand. La police belge, en Belgique c'est pareil, pas de limitation de temps, pas de limitation de durée, mais on ne peut pas procéder à l'interpellation. En France, aucune police étrangère ne peut procéder à l'interpellation d'un individu sur le territoire, d'un individu étranger. Alors voilà un peu les bases de Schengen. Et là, on a été prêt, il a fallu quand même une dizaine d'années pour mettre tout ça au point. Et donc, au bout d'une dizaine d'années, on a été au point. J'ai oublié de vous dire que dans tous les cas, libre circulation, mais tous les pays, on le voit actuellement, peuvent rétablir leur contrôle à leurs propres frontières. Même la frontière franco-espagnole, on peut rétablir la frontière. S'il se passe quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'important et pour une durée très limitée. Si on fait un sommet de chef d'État, les frontières vont être rétablies. C'est une mesure de sécurité. S'il y a des attentats, les frontières peuvent être rétablies. Voilà. Donc Schengen a commencé à voir le jour en 1995. Et donc je vous parlais tout à l'heure d'uniformiser les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, qui revenait à la formation qu'engageait Frontex dans le cadre de la formation des gardes-frontières. Et qu'y avait-il de mieux pour uniformiser tout ça que de donner la gestion de cet espace Schengen à l'Union européenne? Donc c'est un traité, le traité d'Amsterdam, qui a été signé en 1997, qui confère à l'Union européenne tout l'acquis Schengen. Et alors, à partir de là, toutes les politiques d'asile, toutes les politiques d'immigration, les politiques de circulation des personnes, tout ça, ça va être dirigé par l'Europe, ça va être régi au moyen de directives ou de règlements européens. La directive,
c'est un objectif qui est donné à chaque pays, à charge pour chaque pays de mettre tout en œuvre pour arriver à atteindre l'objectif fixé. La France était très mauvais élève en la matière, puisqu'on a beau avoir des directives, on attend tout le temps le dernier moment de se faire taper sur les doigts pour les appliquer. Et le règlement, quant à lui, c'est un texte européen qui s'impose de plein droit et qui passe au-dessus du droit national. Alors l'uniformisation des conditions d'entrée dans l'espace Schengen, ça passe par la mise au point, la mise en place d'un visa unique, qu'on a tout naturellement appelé le visa Schengen. Alors un visa, qu'est-ce que c'est? C'est un document administratif qui est délivré normalement. Alors dans tout ce que je vous dis, il y a des exceptions, il y a des arrangements, mais là je ne reste que dans les généralités. Un visa est normalement délivré par une autorité consulaire installée à l'étranger. C'est un document qui va permettre à son titulaire de franchir la frontière extérieure et de séjourner, pour la durée de validité de son visa, dans l'espace Schengen. C'est un visa qui est commun, on l'a dit, c'est-à-dire que le visa délivré par un seul pays va engager tous les autres pays de l'espace Schengen. Parce qu'à partir du moment où l'étranger a franchi la frontière et qu'il est dans le pays qui va délivrer le visa, puisqu'il n'y a pas de contrainte aux frontières intérieures, eh bien, il va pouvoir circuler pendant toute la durée de son visa dans la totalité de l'espace. Ce visa donne la possibilité de séjourner au maximum 30 jours chaque période de 6 mois. 3 mois chaque période de 6 mois. Et, comme il est commun, il existe une liste commune des pays étrangers qui vont être soumis à cette obligation de visa. Alors si je dis ça, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a des pays, ceux qui restent, qui ne font pas partie de cette liste commune, qui n'auront pas besoin de visa pour venir dans l'espace Schengen ou en France. Alors les ressortissants étrangers qui n'ont pas besoin de visa pourront franchir la frontière extérieure, venir en France ou dans l'espace Schengen et y séjourner pour la durée maximale qu'accorde aux autres le visa, c'est-à-dire une période de 30 jours maximum sur 6 mois. 30 jours maximum. Ces gens-là vont pouvoir rentrer sur simple présentation de leur passeport en cours de validité. Et pour calculer en cas de contrôle, s'ils n'ont pas dépassé les 30 jours auxquels ils ont droit, à leur passage à la frontière extérieure, on va poser sur leur passeport un tampon d'entrée dans l'espace Schengen. Normalement, ça se fait systématiquement. Il arrive parfois que les aéroports n'apposent pas ce tampon. C'est le cas souvent pour des ressortissants japonais, canadiens. Ceux-là se promènent et n'ont pas de tampon. Et cela ne risque rien parce qu'on sait très bien qu'ils ne viennent pas ici pour faire de l'immigration. Ils viennent, ils regardent, ils s'en vont. Pour tous les autres, si le passeport présenté est démuni de ce tampon d'entrée dans l'espace Schengen, donc on ne peut pas calculer la durée déjà accomplie dans l'espace Schengen, eh bien on va partir tout simplement du principe, c'est comme ça, que l'étranger a déjà utilisé ces 30 jours et qu'il est de facto en situation irrégulière. À charge pour lui de prouver le contraire. Alors, il peut le prouver par la présentation de factures de restaurants nominatives, d'hôtels établis dans un autre pays, non Schengen, ou par la réservation d'un billet d'avion, ou tout simplement par la position par un service migratoire étranger d'un tampon de sortie de territoire. S'il est sorti, par exemple, d'Algérie il y a 1 mois, il ne pouvait pas être 3 mois consécutifs en France. C'est le cas. Donc, il existe d'autres visas qui sont communs, comme le visa de transit aéroportuaire ou le visa de transit. Le visa de transit aéroportuaire, c'est donner l'autorisation d'un avion qui n'est pas européen, qui arrive d'un pays étranger, de se poser sur un sol d'un aéroport européen. Le visa de transit classique, c'est simplement donner la possibilité à une personne, avec sa voiture, de partir d'un pays non Schengen et de traverser l'Europe pour aller dans un pays Schengen. Alors, à ce stade-là, on pourrait croire qu'un passeport, éventuellement revêtu d'un visa, ou alors un simple passeport en cours de validité, suffit pour pénétrer, séjourner dans l'espace Schengen. Et bien évidemment, si je commence comme ça, c'est que ce n'est pas le cas. En plus du passeport, du visa éventuel, il faudra à l'étranger qu'il satisfasse à 4 autres conditions. Il va devoir justifier de l'objet de son voyage. Alors ça, c'est très simple. Un étranger qui vient pour des raisons familiales doit être en possession d'une attestation d'accueil. L'attestation d'accueil, c'est un document qui est délivré par les mairies, selon lequel une personne qui réside en France s'engage à recevoir une personne étrangère et éventuellement subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour. Si c'est une raison professionnelle, l'étranger devra être en mesure d'établir la société où il travaille, bien évidemment, mais aussi les sociétés françaises qui l'invitent, les colloques auxquels il va participer, les séminaires. Si c'est un voyage humanitaire, bien, là c'est pareil.
il va falloir qu'il identifie toutes les organisations qui l'invitent, qui vont le recevoir sur le sol français. Si c'est un voyage pour direction médicale, bien évidemment qu'il satisfasse aux conditions d'intégration dans les hôpitaux publics. Donc, et il va falloir déjà qu'il justifie de l'objet de son voyage. En plus de ça, il va falloir qu'il justifie d'être en possession d'assez d'argent pour subvenir à ses propres moyens pendant la durée de son séjour dans l'espace Schengen et en France. Alors, si tout a été uniformisé en Europe, la détermination de ce montant de subsistance a été laissée à l'initiative de chaque pays. Alors en France, il faut 30 €, c'est la théorie, il faut 30 € à une personne si elle est titulaire d'une attestation d'accueil, c'est-à-dire si elle est prise en charge par quelqu'un sur le territoire français qui l'a invité. Il faut 90 € si c'est un voyage touristique où il y a des hôtels réservés, et je crois que c'est 120 €, je ne suis plus tout à fait sûr, si c'est un voyage touristique et qu'il n'y a pas d'hôtel réservé. Donc il faut les viatiques nécessaires au séjour. C'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est de présenter des garanties de rapatriement. Les garanties de rapatriement, c'est ni plus ni moins que le billet de retour. C'est pas sorcier. Et puis présenter une assurance. Alors l'assurance, c'est simplement, en cas d'hospitalisation, une assurance qui va couvrir les frais d'hospitalisation. Donc à tout moment, l'étranger qui arrive à une frontière va devoir présenter son passeport, éventuellement remettre un visa, satisfaire à ces 4 conditions. Et à tout moment, le fonctionnaire chargé du contrôle à la police, si une de ces conditions est manquante ou s'il y a quelque chose, peut refuser de sa propre initiative. Alors ça, là, c'est un policier du grade de brigadier et un douanier du grade de je ne sais plus. C'est un peu compliqué. Le contrôleur, quoi, c'est l'équivalent du brigadier. Parce que je suis l'équivalent du brigadier de police, c'est quoi la douane? À la douane, c'est le sergent. Enfin, c'était le sergent à l'époque, donc c'était l'agent de concertation. Voilà. Donc à tout moment, cette personne-là va pouvoir de sa propre initiative refuser l'entrée sur le territoire à un étranger qui s'est présenté à une frontière extérieure. Alors, le refus d'entrée va entraîner un certain nombre de droits pour l'étranger. D'abord, un certain nombre d'obligations pour le transporteur. Parce que l'étranger qui a été amené par un transporteur, le transporteur va devoir le ramener, on va faire jouer le réacheminement à la responsabilité du transporteur. Le transporteur va devoir le ramener au pays où il a commencé à l'embarquer. Mais évidemment qu'on imagine mal, 80% des mesures de non-admission se font à l'aéroport de Roissy. On imagine mal un avion qui débarque quelqu'un qui n'est pas en règle, repartir à vide avec cette personne pour le déposer dans notre aéroport. Donc il va falloir garder à disposition l'individu, le temps que la compagnie aérienne organise le réacheminement. Il faudra garder à disposition l'individu également, parce que dans le cadre des droits qu'on va lui notifier, il va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le jour franc. C'est-à-dire que si je me fais refuser d'entrer à 14 h, à minuit va commencer une série de 24 heures pendant lesquelles on ne va pas pouvoir me réacheminer. Donc ça fait que pendant ce délai-là, là encore, il va falloir garder l'individu à disposition. Et puis dans les droits, il y a évidemment l'asile à la frontière, mais ça on en parlera un peu plus tard, puisque là on ne tient plus à disposition, il est mis provisoirement en liberté sur le territoire. Donc comment maintient-on un individu à disposition dans l'attente de son réacheminement? Eh bien tout simplement le plaçant dans ce qu'on appelle une zone d'attente. Les zones d'attente, ce sont des zones géographiques qui sont normalement rattachées à des points de passage frontière. Donc ici, nous avons 3 points de passage frontière, nous avons une zone d'attente qui se trouve dans l'enceinte portuaire de Port-Vendre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Port-Vendre, tout comme Porta, ce sont des points de passage frontière qui sont tenus par les douanes. Donc ce n'est pas le travail de la douane de s'occuper de l'immigration. Donc la théorie, c'est simplement, quand un clandestin est découvert à bord, il y en a quelques-uns, très rarement, parce que les commandants de bord font très attention à ne pas être impliqués dans le transport de clandestins comme ça. Donc quand il y a un clandestin découvert à bord des bateaux qui arrivent à Port-Vendre, c'est souvent une découverte faite par l'équipage, et donc le commandant de bord informe les autorités avant même l'arrivée du bateau. Donc les douaniers qui sont en charge du point de passage frontière vont immédiatement vérifier la situation administrative des individus, parce qu'on ne peut pas trop faire confiance au commandant de bord. S'il s'avère que les individus sont vraiment irréguliers, ils vont leur notifier une mesure de non-admission et immédiatement les placer en zone d'attente. Mais comme ce n'est pas le travail de la douane de faire ça, ces gens-là vont être très rapidement pris en charge par la police frontière, qui va les conduire dans la zone d'attente pérenne, gérée par la PAF, qui est la plus proche, qui se trouve à Port-la-Nouvelle. Et à partir de là,
donc toute la série de droits attachés au placement en zone d'attente, y compris le droit de déposer l'asile. Si les individus sont déposés l'asile, ils vont sortir de cette zone d'attente. Donc en fait, une zone d'attente, c'est un lieu géographique dans lequel l'étranger, bien que se trouvant sur une petite partie du territoire, n'est pas encore autorisé à y séjourner. C'est rien de plus que ça. Et comment on sort de la zone d'attente? Eh bien, on sort de la zone d'attente simplement parce qu'on est renvoyé dans son pays, alors c'est soit volontaire ou de force, ou alors parce qu'on est admis à séjourner provisoirement en France. Là, c'est le cas des demandeurs d'asile. Alors, quand on est sur un point de passage frontière, parfois c'est simple, le policier il est là, tout le monde arrive et tout le monde est contrôlé. Il n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour savoir que la personne qui est devant lui est un étranger et pour vérifier s'il est en règle. C'est simple. Par contre, quand on est sur le territoire, à l'intérieur des terres, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas aborder quelqu'un en lui disant montrez-moi votre titre de séjour. C'est pas ça. Avant de demander ou avant de vérifier la situation administrative d'un étranger sur le sol, il faut établir que c'est un étranger. Et là, dans la majorité des cas, c'est un contrôle d'identité ou une vérification d'identité qui va établir l'extranéité de l'individu. Les contrôles d'identité sont très encadrés par le droit. Ils sont assez limités. L'identité de toute personne, comme vous le savez, peut être contrôlée à l'occasion d'un crime ou d'un délit flagrant, quand le crime est en train de se commettre, quand il vient de se commettre, qu'il se prépare, etc. Ou même quand la rumeur publique désigne quelqu'un au voleur, ça y est, on est en flagrant délit. Donc, l'identité de toutes les personnes vont pouvoir être contrôlées, celles qui se trouvent sur la scène de crime, celles qui sont autour de la scène de crime, bien évidemment, mais aussi l'identité de toute personne, n'importe laquelle, qui pourrait amener des éléments il y a le flagrant délit. Il y a également des contrôles d'identité qui sont effectués sur instruction du procureur de la République. C'est ce qu'on appelle des contrôles sur réquisition. La réquisition étant une instruction donnée par le procureur de la République. Alors, dans la pratique, c'est la police qui dit monsieur le proc, moi ici, aujourd'hui, on envisage de faire un contrôle à tel endroit, de telle heure à telle heure. Voilà. L'endroit est fixé, le créneau horaire est fixé, et le procureur va délivrer une réquisition. Et à partir de ce moment-là, toutes les personnes qui transitent par le point sélectionné, pendant le créneau horaire sélectionné, vont être contrôlées systématiquement. C'est une seconde possibilité de contrôle d'identité. Et puis il y a le contrôle d'identité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a appliqué dans le cadre des mesures compensatoires. La possibilité de contrôler l'identité de toutes les personnes qui se trouvent dans une bande comprise entre la frontière franco-espagnole, la frontière terrestre et une ligne imaginaire tracée à 20 km. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, certainement, on a eu pendant longtemps, on est un peu le village de Gaulois ou Perpignan, on a eu pendant longtemps une frontière matérielle entre l'Espagne et la France sur l'autoroute. Elle a été démoliée en 2010, ils nous ont rattrapés. Mais en fait, de 1995 à 2010, on a quand même tenu 15 ans avec notre frontière illégale. Jusqu'au jour où on n'a pas eu de bol, on a contrôlé un parlementaire européen. Alors, sur le coup, il a rien dit, évidemment, il est poli, il est intelligent, il est reparti. Par contre, on a eu les retombées de l'Europe. On a été mis en demeure de détruire cette frontière. Et là c'était pareil, personne ne voulait la détruire. Les douaniers ne voulaient pas mettre un sou pour la détruire, la PAF avait on est fauché comme un job. Et Vinci, il a dit, moi, c'est pas moi qui c'est pour personne. Donc l'Europe a dit, écoutez, chaque mois de retard, on donnera 10 millions d'euros de pénalités. Et là, tout le monde était d'accord, on a trouvé les sous, la frontière a été détruite. Et cette frontière-là, elle était bien précise, elle était bien pratique pour la police qui contrôlait. Parce qu'il suffisait de se mettre là, les voitures qui arrivaient sur l'autoroute, elles étaient obligées de ralentir et de se soumettre à un contrôle éventuel. Donc on n'avait plus ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a reculé à l'intérieur des terres, maintenant la police aux frontières se trouve au péage, au boulot. Puisque là aussi, toutes les voitures doivent s'arrêter pour payer. Et donc là, on a rétabli nos frontières, mais on s'est refait choper par l'Europe. Ils nous avaient à l'œil, alors bon, on a été bêtes aussi, ils nous avaient à l'œil, donc ils se sont aperçus qu'en fin de compte, on supprimait notre frontière matérielle avec l'Espagne, et on l'a rétablissé au péage de l'autoroute. Donc ils ont dit, c'est fini, et là on contrôlait dans le cadre de cet article-là, de la bande des 20 km. Ils ont dit, c'est fini, vous ne contrôlez plus là-dessus, on va voir ce qu'on fait. Et là on s'est dit, on n'a plus aucun moyen de contrôler, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur le procureur, on veut contrôler au péage de la frontière, de telle heure à telle heure. Oui, d'accord, le procureur donner les réquisitions. Voilà. Et là, l'Europe ne peut pas aller à l'encontre d'une réquisition, d'une instruction donnée par un procureur. Donc on s'en est tiré comme ça. Et l'Europe donc a rendu sa décision concernant ces contrôles de la bande des mains. Ils sont toujours valables, ça n'a pas été annulé.
Mais le contrôle doit être, alors là c'est toujours des mots, parce que ça ne veut rien dire, parce qu'on est sur le terrain, doit être aléatoire. Qui c'est qui va dire, je ne savais pas. Et il ne doit pas dépasser 6 heures. Alors le contrôle ne doit pas dépasser 6 heures. Ce qui fait que Perpignan, parce qu'on est quand même du Cabochard, la direction départementale de Perpignan, c'est 3 services de police aux frontières. Il y a Pertus, Perpignan et Cerbère. Donc quand le Pertus avait fini ses 6 heures, qu'est-ce qu'elle faisait? Le Pertus en allait, et Perpignan arrivait. Ça faisait un total de 12 heures. Quand Perpignan partait, Cerbère arrivait. 18 ans. Et comme ça, en fait, on avait rétabli le contrôle systématique à la frontière. Et là aussi, là, c'est pas l'Europe qui nous a eu, c'est un avocat, c'est un ami, Maître Polony, qui a vu que Perpignan, Pertus, Cerbère avaient des réquisitions séparées. Alors évidemment, on a eu un jet de mise en liberté. Et donc, dorénavant, on a une réquisition unique pour l'ensemble de la police frontière, considérée dans son ensemble départemental et non plus par ville. Donc voilà pour les contrôles d'identité. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un étranger qui arrive sur le sol français ou à la frontière extérieure? Alors, il y a beaucoup de choses. Je ne parlerai que de deux infractions, entre guillemets, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. 2 infractions, celles qui font bouger les statistiques de la direction, c'est l'entrée irrégulière et le séjour irrégulier. Alors, l'entrée irrégulière sur le territoire, c'est une infraction qui... C'est un délit d'abord, qui est puni d'un an d'emprisonnement. C'est une infraction qui ne peut être traitée qu'en flagrance. Il faut à tout prix que le policier ou le gendarme, constate le franchissement de la frontière extérieure. Pourquoi la frontière extérieure? Par définition, il n'y a pas de contrôle sur les frontières intérieures, donc on ne peut pas constater un franchissement. Mais quand bien même, si un étranger arrive d'Espagne, et qu'il arrive en France, il franchit la frontière franco-espagnole, la France ne peut pas lui dire vous entrez irrégulièrement en France, parce que la France n'est pas un pays. La France fait partie d'un ensemble Schengen, et que l'étranger qui se trouve en Espagne, il est déjà dans cet ensemble Schengen, donc il est en séjour irrégulier. Donc l'entrée irrégulière ne peut se constater que sur une frontière extérieure, et en dehors du point de passage frontière obligé. Parce que si l'étranger qui n'est pas en règle passe par un point de passage obligé, on va lui notifier une mesure de non-admission, un placement en zone d'attente. Donc c'est entre 2 points de... Voilà. Donc il faut que le policier soit là, par hasard, boum, tiens, il tombe sur quelqu'un qui franchit la frontière, il n'y a pas de problème. C'est un délit, donc l'individu sera placé en garde à vue. Alors ça c'est très important, la garde à vue. C'est pas pour faire parler l'individu ou quoi que ce soit. Il est en situation régulière, il franchit régulièrement une frontière. C'est simplement qu'on va utiliser le délai de la garde à vue pour monter un dossier administratif, le présenter à la préfecture, demander à ce que la préfecture prenne une mesure de reconduite à la frontière, qu'elle va nous renvoyer, et notifier la mesure de reconduite à la frontière à l'intéressé. La garde à vue, c'est uniquement le temps qu'il nous faudra pour monter le dossier administratif d'éloignement. Le séjour irrégulier, c'est un peu particulier. Jusqu'en 2012, on n'avait pas de problème avec le séjour irrégulier, parce que... Parce que quoi? On n'avait pas de problème, parce que le séjour irrégulier était une infraction pénale, tout comme l'entrée irrégulière. C'est-à-dire qu'on contrôlait quelqu'un sur le territoire qui n'avait pas les documents qui justifiaient son séjour, infraction pénale, punie également d'un an de prison. On allait pouvoir le placer en garde à vue et utiliser ce délai de la garde à vue pour préparer le dossier administratif et obtenir une mesure d'éloignement. Seulement en 2012, l'Europe a décidé que les étrangers qui se trouvaient en situation irrégulière dans l'espace Schengen ne pouvaient pas, ne devaient pas être punis d'une peine d'emprisonnement. Alors comme ça a l'air de rien quand on dit ça, parce qu'ils n'ont jamais en prison, pratiquement. Ça n'a l'air de rien. Mais en droit français, c'est important, parce qu'on ne peut mettre en garde à vue un individu que si le délit qui lui est reproché est puni d'une peine d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand la police aux frontières ou les gendarmes contrôlaient l'individu en séjour irrégulier sur le territoire, il était en séjour irrégulier, d'accord, le séjour irrégulier n'était plus puni de peine d'emprisonnement, je ne peux pas le mettre en garde à vue, eh bien qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien merci monsieur, au revoir. Et donc la police a été démunie. Pas très longtemps, parce que très très vite est arrivé carrément la dépénalisation du séjour irrégulier. Alors aujourd'hui, être en séjour irrégulier en France, comme dans l'espace Schengen, c'est plus une infraction pénale. Donc là encore, la police a été encore plus démunie. Parce que là, on contrôle l'identité de quelqu'un et puis on n'a strictement aucun moyen. Ce qui fait que tous les gens qui étaient en situation régulière, ils repartaient tranquilles. Ce qui fait que la police ne contrôlait plus. Et elle faisait que les entraînes.
Donc, ce n'est plus une infraction pénale. Et là, il a fallu que le gouvernement, à l'époque c'était le gouvernement de Ayrault, 2012, Ayrault, ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Ils ont trouvé la parade. Ils ont dit c'est plus une infraction pénale, d'accord, mais ça n'en demeure pas moins une infraction administrative, donc on va mettre en place ce qu'on appelle une retenue pour vérification du droit au séjour, qui va permettre à la police de retenir à disposition un individu. Alors, la retenue administrative pour vérification du droit au séjour, je ne le dirai pas tout le temps dans la longueur, c'est un peu comme le Coca-Cola et le whisky. La garde à vue et la retenue, c'est pareil. Ça a toutes les apparences d'une garde à vue, mais ça n'est pas une garde à vue. Les droits qui sont afférents à la retenue, c'est les mêmes que ceux de la garde à vue. La garde à vue est néanmoins une mesure judiciaire qui est prise par un officier de police judiciaire, c'est lui qui prend l'initiative de placer en garde à vue, sous l'autorité du procureur, puisque c'est judiciaire. La retenue administrative, c'est un OPJ, un officier de police judiciaire qui va placer sous l'autorité donc du préfet, puisque c'est une décision de placement administratif. Même si le procureur doit être informé du placement en retenue administrative et de la levée de cette mesure, parce que le procureur, c'est le magistrat qui est chargé de contrôler les lieux privatifs de liberté. Mais en fait, il y a une mesure judiciaire, une mesure administrative. La seule différence réside dans la durée. La garde à vue, c'est 24 heures. C'est impeccable, ça permet de gérer tous les problèmes. La retenue administrative, elle n'est que de 16 heures. Parce qu'on ne voulait pas dire, on se moque de l'Europe, ils nous dépénalisent le séjour irrégulier, mais on va créer une vraie garde à vue qu'on va appeler autrement. Donc, on lui a donné 16 heures, comme ça on était tranquille. Seulement le problème de 16 heures, ça s'est vite su, c'est que si vous interpellez un étranger, par exemple, en situation irrégulière, à 16 heures l'après-midi, le temps de le ramener dans un service de police, le temps de faire venir un interprète, le temps de lui notifier les droits afférents à la mesure de retenue, le temps de prendre son audition, ses premières observations, et de préparer une demande de mesures administratives à la préfecture. On transmet à la préfecture. Oui, d'accord, mais la préfecture, là, elle est fermée. Elle est fermée à 17 heures, c'est trop tard. Donc il faut attendre le lendemain matin. Interpeller à 16 heures, mais si on compte 16 heures, eh bien, on arrive le lendemain matin à 8 heures. Et à 8 heures, je regrette, mais la préfecture n'est toujours pas ouverte. Ce qui fait que l'étranger qui a passé ces 16 heures-là, il est remis devant. Ce qui fait que, aussi, la police aux frontières a du mal à traiter des dossiers, alors, sauf si elle est vraiment boostée par des chefs de service, a du mal à traiter des dossiers de séjour régulier à partir de 16 heures, parce que ça ne sert à rien. Et donc, quand je dis que ça c'est juste, c'est parce que les gens qui sont en situation régulière, ils préfèrent traverser une frontière où ils risquent plus d'être contrôlés que s'ils restent à l'intérieur du territoire. Ils préfèrent traverser la frontière à partir de 16 ans. Ils le savent aussi, c'est pas plus con que tout le monde. Voilà pour le séjour irrégulier. On peut parler, bon après il y a beaucoup d'autres infractions. Il y a les mariages blancs. Alors ça c'est plutôt des interventions que je fais avec les municipalités auprès des maires qui craignent toujours de marier clandestins. Alors à l'époque c'est vrai que quand on mariait un ressortissant français avec un ou une ressortissante étrangère en situation régulière, le mariage pouvait être empêché. Il est arrivé, alors je ne l'ai pas fait, je l'ai su, mais il est arrivé à la police aux frontières ici à Perpignan, à intervenir le jour de la cérémonie, et à prendre la mariée dans sa belle robe de mariée et à la mettre dans un centre de rétention. Donc, ce sont des situations qui sont vraiment exagérées, qui sont reconnues comme exagérées. Parce que là, c'est quelqu'un de la police aux frontières qui veut faire le malin, qui fait un truc comme ça, bon d'accord. Mais au bout d'un moment, il y a la retombée. Et donc, désormais, on part du principe, et c'est une instruction du procureur, parce que ça entraîne un certain nombre de débats entre le procureur et la police, les chefs de service, et donc on part du principe que le mariage est sincère. N'importe qui, français, va se marier avec quelqu'un qui est clandestin, et bien on va le laisser se marier. On part du principe que l'amour est au-dessus de tout ça. En principe, évidemment, que s'il n'y avait pas d'amour, il ne se marierait pas. Ça n'empêche pas qu'à posteriori, le procureur peut demander une enquête pour voir si effectivement le mariage est réel ou bidon. De la même façon, il y a la reconnaissance d'enfants. Là aussi, alors le mariage, pourquoi? Parce que ça entraîne un titre de séjour, la reconnaissance d'enfants également. Et après, il y a tous les problèmes qui sont liés à la misère. L'esclavage, parce qu'on parle beaucoup de l'esclavage dans les pays très lointains, mais l'esclavage en Europe, ça existe. Et il n'est pas plus dur, mais il est sournois parce qu'on ne le voit pas. Donc il y a tous ces problèmes. Il y a les problèmes de logement, les logements insalubres qui sont loués. Il y a le problème du travail, toute l'exploitation. Voilà. Il y a la police aux frontières également de lutter contre tout ça.
Et puis il y a l'aide au séjour. Alors l'aide au séjour, c'est quelqu'un qui va être puni pour avoir apporté une aide à quelqu'un. Alors quand bien même le séjour irrégulier n'est plus une infraction pénale, l'aide au séjour est restée punissable par le droit. Mais, alors il y a des immunités. Alors les immunités, c'est-à-dire que tous les membres de la famille, alors c'est très très large, ça va jusqu'au frère, du conjoint, enfin c'est très large. Tous les membres de la famille du clandestin ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'aide clandestine. Ne peuvent pas être poursuivis les associations, évidemment, et toutes les personnes qui apportent de l'aide à un clandestin, vous, moi, n'importe qui, à partir du moment où on n'en retire aucun bénéfice direct, c'est pas d'argent, parce que là c'est foutu, et où l'aide qu'on apporte sert à préserver la dignité de l'étranger ou à permettre qu'il survive ou qu'il vive. Voilà. Donc ça c'est élargi et je crois que le gouvernement a encore plus élargi ses immunités. Alors, je ne sais pas à quelle heure je vais commencer. Alors, donc c'est les mesures administratives. Quelles sont-elles? Eh bien là c'est pareil, jusqu'en 2010 on n'avait pas de problème avec les mesures administratives, on considérait deux types d'étrangers en situation régulière. L'étranger qui avait été débouté du droit d'asile, celui-là se voyait notifier ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français au QTF, assortie d'un délai de 30 jours, qui allait lui permettre de préparer son départ, de rassembler ses affaires et de quitter volontairement la France. Et puis tous les autres étrangers, ceux qui étaient interpellés par la police, à l'entrée ou en séjour irrégulier, eh bien ceux-là, on en allait leur notifier un arrêté préfectoral de reconduite frontière, c'était avant 2010, qui allait permettre un placement dans un centre de rétention et un éloignement d'office vers le pays d'origine, également un pays dans lequel l'étranger est légalement réadmissible. Et là aussi, c'était compté sans l'Europe, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des directives, c'était des objectifs qu'on fixe à chaque État, et l'État doit faire tout mettre en œuvre pour essayer de l'atteindre. Nous, en 2008, on avait reçu une directive, en fait tous les pays européens, qu'on appelait la directive au retour. Et en 2008, c'était pas bon pour les statistiques de l'appliquer. En 2009 non plus, en 2010, l'Europe nous l'a rappelé, la jurisprudence nous l'a rappelé. Et tous les étrangers que nous avions interpellés à l'époque sans tenir compte de cette directive, on attend. Ah, parce que je m'entends. Sans tenir compte de cette directive, ont été relâchés. Donc, on a été obligé de la mettre à exécution. Qu'est-ce qu'elle disait? Eh bien, elle dit simplement que tous les étrangers, quels qu'ils soient déboutés de droit d'asile, en situation irrégulière, en séjour irrégulier, interpellés par la police en entrée, tous devaient bénéficier d'un délai de 30 jours pour quitter volontairement la France. C'est la directive retour. Là, on a été embêtés au niveau des statistiques. Parce que là, si on arrête tout le monde et qu'on donne à tout le monde un délai de 30 jours pour partir, qu'est-ce qu'on fait des centres de rétention? Parce que là, alors, la théorie du centre de rétention, ça devait être une exception. C'est une exception. Qui pouvait se mettre à partir de ce moment-là dans les centres de rétention? Eh bien, l'étranger qui avait une mesure de reconduite frontière assortie d'un délai de 30 jours, mais qui s'était maintenu sur le territoire français, passé ce délai, parce que lui avait, ma foi, il montrait bien qu'il ne voulait pas partir, hein. Donc lui, on allait le mettre au centre de rétention et préparer un événement forcé. On allait mettre dans les centres de rétention les étrangers qui se baladent avec des faux documents, parce qu'à partir du moment où on se balade avec des faux documents, ça veut dire que, ma foi, on n'a pas du tout l'intention de partir volontairement de France, et si on a besoin de faux documents. Et puis on allait surtout mettre tous les étrangers qui ne présentent aucune garantie de pouvoir ou de vouloir quitter la France. Et j'entends par là tous les étrangers qui sont démunis de documents. Parce que ceux qui ont un passeport, si on leur dit, monsieur, madame, vous avez 30 jours pour quitter la France, s'ils le veulent, ils ont leur passeport, ils montent dans un avion, ils s'en vont. Donc ceux-là, ils n'ont pas besoin d'aller au centre de rétention. Donc centre de rétention, c'est uniquement les personnes qui ne présentent aucune garantie. Et vous voyez bien, enfin on le sait tous, dans la pratique, ce n'est pas du tout ce qui se fait. Dans la pratique, c'est l'inverse. Tous ceux qui peuvent, s'ils le veulent, s'ils le décident, partir tout seuls de France, quitter l'espace Schengen, retourner chez eux ou aller où ils veulent parce qu'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité, tout cela, on va les mettre au centre de rétention. En disant simplement, oui, mais il me semble qu'ils présentaient un risque de fuite. Alors, s'ils présentent un risque de fuite, on les met au centre de rétention. On va les mettre. Et tous les autres, tous ceux qui ne présentent aucune garantie, tous ceux qui n'ont aucun papier, eh bien ceux-là, on va leur donner 30 jours pour partir volontairement de France. Pourquoi fait-on ça? Parce qu'il y a une règle essentielle qu'il faut connaître. C'est qu'un étranger qui est démuni de documents administratifs, qui n'a rien,
95% des cas, et je vous expliquerai les 5% qui restent, 95% des cas, ne peut pas être éloigné du territoire français. C'est impossible. D'ailleurs, expliquez-moi comment, démuni de passeport ou de carte ou de n'importe quoi, on va vous faire monter dans un avion. C'est possible. Comment on va vous faire franchir une frontière extérieure de l'espace Schengen? C'est impossible. Allez, à la rigueur, on peut dire que l'espace Schengen est complice et qu'il va laisser partir l'avion avec cette personne démunie de papier à bord. Mais arriver dans le pays étranger ne va pas prendre quelqu'un qui démunie de papier. Donc on ne peut pas éloigner un étranger qui est démuni de documents administratifs. Et là, après, tous les discours qu'on entend à gauche et à droite, ça prend une autre forme. Tous ceux qu'on entend dire, oui, mais les étrangers en situation régulière n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Oui, d'accord. Mais ceux qui sont sans papier, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On ne peut pas les éloigner du territoire français. Ou alors, encore, ceux qui ont trouvé la solution, les plus forts, pour éloigner les gens qui sont déboutés de droits d'asile, il suffit de réduire la délai d'instruction des dossiers. C'est tellement simple. Comme ça, ils n'ont pas le temps de prendre des attaches en France, et puis il y aura moins de difficultés au moment de... Oui, d'accord, mais le délai d'instruction est actuellement de si on le porte à 6 mois, d'accord, on le porte à 3 mois, 1 mois, à 1 semaine, si l'étranger n'a pas de document administratif, on ne peut pas l'éloigner de France. Donc le délai d'instruction des demandes d'asile n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien. Ça sert simplement à accélérer le nombre des déboutés d'asile. La Cour des comptes a estimé dans un rapport, bon, je n'ai pas celui de 2018, donc j'ai celui de 2017, on est en fin 2018, que 96% des déboutés du droit d'asile restaient en France. C'est pas... ça veut tout dire. Un étranger démuni de documents administratifs ne peut pas être éloigné. Ça ne veut pas dire qu'il faut conseiller à un Algérien, un Marocain, de détruire ses papiers, de dire « hop, pas de papier ». Parce qu'il existe des pays qui collaborent avec la France. Et donc, les ressortissants de ces pays, même s'ils sont démunis de papier, vont pouvoir, s'ils disent « je suis marocain ou algérien », je pense que c'est le cas parce qu'on travaille beaucoup avec cela, s'ils disent « je suis marocain ou algérien », on va pouvoir le présenter au consulat algérien ou marocain, qui va faire des recherches dans son état civil, il va s'entretenir avec l'individu, il va faire des recherches dans son état civil du pays, et nous retourner en nous disant « oui, cet individu est bien ressortissant de mon pays, donc moi, consul, je délivre un laissez-passer ». Ce laissez-passer, c'est l'équivalent d'un passeport. Et l'individu va pouvoir être éloigné. Voilà. S'il ne délivre pas de laissez-passer, c'est que l'individu a menti. Mais dans la plupart des cas, un étranger en situation irrégulière sur le sol français, s'il est démuni de documents administratifs, ne peut pas être éloigné. C'est comment? Je suis flou là. Bravo. Cette mesure peut être portée à 26 jours si, entre le 14e et le 20e jour, l'étranger qui se trouve en zone d'attente dépose une demande d'asile. Donc, pour analyser la demande d'asile, on va prolonger le délai de la zone d'attente. Alors, la fin de la sortie de la zone d'attente, c'est le départ volontaire où on a reconnu une frontière forcée, ou alors l'entrée temporaire sur le territoire français pour ceux qui auront demandé l'asile. C'est bien cela. À l'intérieur des terres, donc, c'est tout le temps un contrôle ou une vérification d'identité, parce que j'ai oublié de vous dire que le contrôle d'identité, c'est bien pour amener l'extranéité d'un individu, mais il arrive aussi que des individus n'ont aucun papier à présenter lors d'un contrôle d'identité. Donc là, la police va pouvoir le retenir pendant une période de 4 heures pour mettre tout en œuvre, audition, empreinte digitale avec l'accord du procureur, photographie, fouille des bagages pour essayer de l'identifier. C'est la vérification d'identité. Donc vérification contrôle, ça amène l'extranéité. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut immédiatement contrôler la situation administrative d'un individu à partir du moment où son caractère étranger apparaît de façon tout à fait objective. C'est difficile. Alors, tout à fait objectif, bien évidemment, ce n'est pas la couleur de peau. Hein. Ça, hors de question. C'est pas parce qu'il parle une langue étrangère que c'est un étranger. Alors, la Cour de cassation a donné un certain nombre d'exemples de critères objectifs d'extranéité. C'est par exemple participer à une manifestation avec des banderoles en revendiquant « moi je suis afghan ». Voilà. C'est par exemple squatter un immeuble en revendiquant sa nationalité étrangère. C'est par exemple conduire un véhicule immatriculé à l'étranger. Donc à partir de ce moment-là, mais même là, conduire un véhicule immatriculé à l'étranger, le policier ne va jamais faire valoir l'extranéité de l'individu. Il préfère toujours commencer par un contrôle routier, parce que là, le contrôle est justifié. Tandis que là, ça peut être tout le temps en confusion. Oui, mais est-ce que c'est bien objectif, pas bien objectif? Donc on va éviter ça. J'ai eu à reprendre un certain nombre d'OPJ
dans le libellé des procès-verbaux, c'est ceux qui sont remis au juge de la liberté de la détention, à chaque fois qu'il vérifie la légalité des actes, ou des OPJ. Voilà le libellé, je contrôle tel individu, il s'appelle Pedro Ramirez, il arrive d'Espagne, sa situation d'étranger étant avérée, procédons au contrôle. Pedro Ramirez qui arrive d'Espagne, un étranger, oui, je l'ai bien fait. Ou alors encore, l'individu devant nous présente un permis de conduire français, vu qu'il est de nationalité étrangère, ça serait bien si sur le permis il y avait la nationalité, mais il n'y a pas de nationalité. Donc tout ça, ce sont des petits éléments qui, sur les PV, les procédures, s'ils sont relevés par les avocats, les bons avocats, ou les JLD, font que l'individu est remis en liberté. Donc si la situation est irrégulière, eh bien, soit c'est une entrée régulière, garde à vue, soit c'est une retenue administrative, on utilise le délai, on va demander la mesure administrative d'éloignement, et puis on va le placer au centre de rétention. Le centre de rétention, c'est un endroit qui ne dépend pas de l'administration pénitentiaire, dans lequel on va retenir l'individu juste le temps nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement. Donc, quand on contrôle quelqu'un, la première pensée qu'on a, bon, on va le mettre en garde à vue en retenue, mais le premier truc qu'on va penser, nous policiers, et qu'on va faire passer comme un message à la préfecture, est-ce que l'individu est éloignable? Parce que s'il n'est pas éloignable, on va lui faire une QTF, un délai de 30 jours, et il s'en va. S'il est éloignable, s'il a un passeport, s'il fait partie des pays dont les consulats coopèrent, eh bien on va le placer au centre de rétention. Donc, passeporté ou réadmissible, c'est d'une simplicité infantile. On va demander un routing, c'est un trajet, on va réserver les moyens de transport, on le met dans un avion et puis il s'en va. Un éloignement exécuté. Dès les moyens de séjour dans un centre de rétention actuellement en France, c'est 10 jours. Sous-entendu, c'est 10 jours. La rétention peut être de 90 jours, de 120 jours, de 3 mois, de 5 ans. Ils ne passeront pas plus de 10 jours dans les centres de rétention. Pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre des gens qui n'ont pas de documents, on va les mettre le premier jour, ils vont rester, par exemple la nouvelle loi de 90 jours, ils vont rester 90 jours. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? On les nourrit, on les loge, et pendant ce temps, les statistiques, combien d'éloignements vous avez au bout de 1 mois? 0. Ils sont toujours au centre de détention. Il n'y a aucun préfet qui prendra le risque d'avoir 0 éloignement. Donc on va regarder ce système, et la durée de séjour moyen dans un centre de rétention sera de 10 jours, pas plus. Donc, et les personnes qui ne sont pas documentées, eh bien, on va les présenter au consulat dont ils revendiquent la nationalité. Donc, si les consulats les reconnaissent, ils délivrent un laissez-passer, c'est l'équivalent du passeport, c'est pareil, on va demander réserver les vols, on va le mettre dans un avion. S'il n'est pas reconnu, on va partir du principe que l'individu soit il a menti sur sa nationalité, soit il n'a pas coopéré avec les autorités consulaires. Dans ce cas-là, c'est une infraction, c'est ce qu'on appelle une obstruction d'une mesure d'éloignement. Il fait obstruction à la mesure qui risque de le reconnaître dans son pays. De la même façon, ceux qui ne sont pas passeportés au moment de l'embarquement en avion, s'ils deviennent violents, s'ils font le scandale, il faut savoir que le seul maître à bord de l'avion, c'est le commandant de bord. Si le commandant de bord dit à la police « Non, monsieur, moi je ne veux pas cet homme dans mon bord », eh bien on ne peut pas embarquer l'individu. Donc un comportement violent va aboutir à la même solution. C'est une obstruction, une mesure d'éloignement. Et ça, c'est un délit. Alors à partir du moment où on se trouve face à cette situation, eh bien on va sortir l'individu du centre de détention, ou on va le mettre en garde à vue, puisque c'est un délit. Et puis il va être présenté et jugé en comparution directe ou différée par le tribunal de grande instance, qui va prononcer une peine d'emprisonnement. Pourquoi une peine d'emprisonnement? Parce qu'une fois à la maison d'arrêt de Perpignan, il va être pris en charge par une cellule de suivi des étrangers incarcérés qui dépend de la police aux frontières, qui agit sur délégation du préfet, qui dépend de la police aux frontières, et qui, pendant le délai d'incarcération de l'individu, va tout mettre en œuvre, encore, s'il n'est pas supporté pour le persuader que ce n'est pas la peine qu'il fasse une autre mesure d'obstruction, ou pour préparer un autre départ, non pas par avion, mais par bateau, parce que par bateau, si l'étranger se rebiffe, il est écarté des passagers, et c'est tout. Hein. Je ne dis pas à la cale, je n'ai pas dit à la cale. En fait, ça revient à ça. L'avion, il y a des moyens d'empêcher un embarquement, le bateau. Donc, cette cellule va préparer un autre départ pour ceux qui ne sont pas supportés. Quant à ceux qui ne sont pas supportés, elle va les convaincre d'essayer de s'identifier, avec éventuellement de nouvelles présentations devant des consulats. Et là, c'est pareil, et là, c'était aberrant. Nouvelle présentation devant un consulat, avec toujours le risque de ne pas être reconnu par le consulat. Alors, si une seconde fois l'individu n'est pas reconnu par le consulat, qu'est-ce qu'on fait? Mais on retombe là. Il n'est pas reconnu. C'est une mesure d'obstruction
avec une mesure d'éloignement. Et on repart à la garde des pas. On attend la fin de sa peine, on va le chercher à la maison d'arrêt, on lui notifie une mesure de garde à vue, il passe au tribunal, il va à la maison d'arrêt, il est repris là, on essaie de le reconvaincre à nouveau, on le représente, s'il n'est pas repris, et voilà. Et ça continue comme ça. J'ai connu des gens qui sont restés 2 ans en prison. Toujours, ou quand même, peut-être qu'ils se disent, mais c'est quand même pas normal. Et puis on s'est aperçu que même si c'est de sa faute, on ne va pas le garder à vie parce qu'il fait obstruction. On ne dit pas. Et puis surtout, on s'est aperçu que la non-reconnaissance par les consulats, ce n'était pas toujours la faute du clandestin, ce n'était pas toujours la faute de l'étranger. Parce que je reviens toujours au Maroc et à l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie, quand on leur présentait un ressortissant marocain et algérien, eux, ils savent que c'est quelqu'un de chez eux. Mais si c'est une mauvaise personne, si c'est un voyou, si c'est quelqu'un qui veut le plus sur leur pays, ils disent non, il n'est pas de chez nous. Et la France va le mettre en prison, et puis la France se débrouille. Donc c'est un moyen aussi pour les consulats de se débarrasser des gens qui sont indésirables sur leur territoire. Voilà, je pense que j'ai assez fait le tour. Alors c'est très général, évidemment, qu'à chaque fois que je dis un mot, il y a des particularités, des exceptions, comme les zones d'attente. Les zones d'attente, on peut les étendre provisoirement sur l'étendue de toute la plage pour un cas de débarquement. Qui a été sanctionné pour ce qui s'était passé dans sa voiture, c'est-à-dire qu'il transportait des choses pour lui et des choses pour Madame Massu. Voilà. Et donc, ça, c'est la première fois que je me suis heurté donc, à quelque chose de problème de frontières. Mais aussi une autre fois, en tant qu'agent des domaines, commissaire aux ventes, je suis rentré sans savoir, enfin, je me suis rendu compte au milieu de l'autoroute, confine des Stato, que j'étais en Italie. Et donc, bon, après, j'ai réfléchi qu'en fait, c'était une zone internationale et que, bon, dans ces problèmes, effectivement, tu les as développés, bon, tout le monde les connaît, voilà. Oui. Moi, je tiens à vous remercier en tant qu'un des militants, il y en a beaucoup ici, qui sont dans l'action de solidarité avec les réfugiés et avec les migrants, avec les sans-papiers en particulier, puisqu'il s'est créé sur le département depuis plusieurs années un comité de soutien aux sans-papiers qui est organisé qui est constitué de diverses organisations associatives, bien sûr la CIMAD Elasti, politique, il y a le PCF qui est dedans, syndical, et en fait dans les informations, dans les précisions, c'est plus que des infos, dans les données que vous avez indiquées, moi ça va beaucoup m'aider pour conforter l'aide aux réfugiés, parce qu'il y a des éléments de droit que vous avez donnés ou des contradictions que vous avez indiquées qui, je pense, nous serviront beaucoup. Par contre, là j'ai une question. C'est à propos de la frontière au Pertu. Enfin, alors, le nouveau ministre de l'Intérieur est venu sur cette ligne. Alors, vous me direz si on doit appeler ça une frontière, j'ai cru comprendre que ça n'était pas. Enfin, là, je suis imprécis. Et il a annoncé un confortement de la PAF et de l'ensemble des services de police sur ce lieu de passage. Alors, est-ce que, là, c'est la question, est-ce que c'est bien une frontière, puisqu'il y a en permanence maintenant, depuis quelques temps, en permanence des éléments de la police. Alors, je ne sais pas quel est leur rôle exact, et puis il y a aussi Vigipirate qui est présent, si ils assurent un filtrage, s'ils assurent des vérifications. Là, si vous nous donnez des informations intéressantes, par exemple, le passage de réfugiés qui maintenant ne peuvent plus passer par l'Italie, Vallée de la Roja, et qui maintenant il y a un mouvement maintenant de passage par l'Espagne. Si vous nous donnez plusieurs ici des informations, ça devrait pouvoir nous servir. Mais là, c'est plus gratuit. Oui, effectivement, il existe toujours une frontière, c'est la frontière intérieure. Donc la frontière existe. Maintenant, la présence de la police aux frontières, eh bien, on a une direction départementale. Tous les départements limitrophes ont leur police aux frontières. Et leur rôle, c'est simplement de satisfaire aux statistiques. C'est simplement arrêter les étrangers en situation régulière. Ils ne sont pas là pour autre chose.
Alors, ceux qui ont la chance à la police aux frontières, c'est ceux qui travaillent la nuit, parce que la nuit, il n'y a personne qui les emmerde et ils font des stupes. Voilà. Ils font Des stupes, des stupéfiants. Parce que c'est plus intéressant de faire des stupes que de l'étranger en situation régulière. C'est plus valorisant pour les policiers. Maintenant, ce qu'il faut savoir au niveau de la police aux frontières de Perpignan, c'est beaucoup de jeunes qui arrivent ici par rapprochement familial ou des trucs comme ça. Beaucoup de jeunes qui ont perdu, qui n'ont pas connu le vrai métier de flic. Ils arrivent ici, police aux frontières, et ils se font chier, mais à un point. Pas possible. Et donc, dès qu'ils peuvent faire autre chose que du clandestin, ils le font. Et après, il y a les services qui ne peuvent pas faire autrement, comme les Perpignan, ce sont les services de police aux frontières. Ceux-là, ils ne peuvent pas faire autrement, donc ceux-là, ils sont en chasse constante de clandestins. Après, le ministre qui est venu, je pense qu'il est allé au CCPD, en bas, au centre de coopération en police douane. Parce que la frontière, il ne peut pas y aller puisqu'elle est sur l'autoroute. Oui, il visite les locaux, puisque les locaux de la police aux frontières sont là où il y avait les aubettes. Ça, on ne les a pas détruits, on a toujours la maison. Mais, service de Cerbère. Donc, quand je suis arrivé, il y avait 60 personnes, quand je suis parti, il y en avait 18. Alors, il y a un bâtiment abandonné qui était... c'est l'ancienne douane, oui. À Cerbère, c'était un peu particulier, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, et quand on m'a demandé, moi, de prendre Cerbère, j'avais comme mission c'était de faire un plan social. Parce que Cerbère travaillait sur les trains internationaux qui arrivaient d'Espagne, voilà, par Cerbère, seulement les trains internationaux, après c'était le TGV. Et la gare de Cerbère a commencé à diminuer en trafic, au point que garder 60 personnes là-bas, c'était plus normal. Donc mon rôle a été d'essayer de convaincre les flics de là-bas de venir sur Perpignan intégrer une nouvelle structure que j'ai créée qui s'appelait la brigade de chemin de fer, qui est actuellement stationnée à la gare de Perpignan. Et les réfractaires sont restés là-bas. Mais il faut quand même garder un poste frontière sur Cerbère parce que ça ferme l'arc méditerranéen. C'est uniquement symbolique. Au niveau des étrangers, je n'aime pas trop parler de chiffres, mais simplement pour vous dire sur quoi correspond l'éloignement en France. En 2017, 100 000 personnes ont été interpellées. 100 000 j'arrondis plus. 100 000 personnes. Le gouvernement se flatte, n'importe quel gouvernement se serait flatté d'en avoir éloigné 27 000. Alors c'est vrai que 27 000 sur 100 000, c'est pas mal. 27% d'éloignement, c'est bien. Mais après, dans ces 27 000, il faut distinguer. On va enlever 14 000 éloignements volontaires ou éloignements aidés. Donc il en reste 13 000 à peu près. 13 000 éloignements forcés, bon allez, ça fait plus que 13%. Ça peut être pas mal, mais en fait, et dans ces 13%, il faut encore regarder, il n'y a que 6 000 personnes qu'on éloigne vers les pays d'origine tiers. Tout le reste, on se le passe, on joue au ping-pong à la frontière. On se le passe d'un pays européen, alors, c'est ce qu'on appelle les renditions Schengen. Actuellement, Eurostat a recensé à peu près 500 000 clandestins qui sont dans l'espace Schengen, qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Alors là, ça veut dire qu'ils se sont fait choper une première fois par une police européenne, et pour dire qu'ils sont toujours là, ils se sont fait choper 2 fois. Et ils sont 500 000. À cela, il faut ajouter tous ceux qui ne se sont jamais fait choper. Et ceux qui se sont fait attraper une seule fois, mais qui ne se sont pas fait choper une seconde fois. Donc c'est une masse immense qu'on ne peut pas éloigner, parce qu'on en revient toujours au même. On ne peut pas éloigner un étranger qui n'a pas de document administratif, on se les renvoie. À partir du moment où on part du principe que le pays qui accueille un étranger est responsable de cet étranger. Donc si tu l'as accueilli, toi, Espagne, tu vas le reprendre. Et comme ça, on se les refile. C'est comme ça que dernièrement, il y a eu un petit conflit avec l'Italie, je pense, sur le poste de Ventimille, où des policiers français ont ramené. Alors, c'est tout à fait légal. C'est légal tout en étant un peu cavalier. Parce que normalement, on ramène les clandestins qui arrivent d'Italie, on les ramène et on les donne à la police italienne. Alors, je vais faire un tampon. Il y en a à peu près 1000 par semaine qui passent la frontière. Bon, ça peut être un peu diminué. Mais en fait, on est à plus de 1000, entre 2 000 et 3 000 par mois. Et si à chaque fois, alors c'est vrai que des fois la police elle les prend, elle les met à la frontière, sans papier. Mais les Espagnols font pareil, les Allemands font pareil pour nous, on se les échange. Oui. Je voulais vous poser quelques commentaires. D'abord une question. Des choses légales, on en pense qu'on veut, mais c'est légal.
je suis trouvée dans un train où il y avait un contrôle. Je pense que le contrôle faciès est interdit à la part. Bravo. Voilà. Donc, alors dans le compartiment, ils ont commencé, enfin dans les grands wagons, c'était les compartiments à faire au début du contrôle non au faciès. Et puis dès qu'ils ont chopé quelques gueules qui étaient, je m'excuse, c'est vraiment le faciès. Il a fait le contrôle des autres. Voilà. Et donc, moi, je suis allée lui voir, je lui ai dit, je m'excuse, je n'ai pas été contrôlée, vous faites du contrôle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire légalement? Ça n'est pas légal, ça. Bon. Est-ce qu'on peut demander le numéro des agents? Non, mais... Si vous voulez être garde à vue, oui. Non, alors... C'était une pirouette, mais il y a une loi. Le contrôle facial, c'est Bon. interdit. Alors, les gens, alors on serait tenté d'aller au facial, d'accord. Mais la règle essentielle, ne commence jamais par celui sur qui tu veux aller. Commence d'abord là si tu veux aller là. Ça, c'est une règle de base. Donc, s'ils n'ont pas respecté la règle de base, c'est qu'ils sont idiots. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez écrire au procureur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il ne fera rien du tout. Non, parce que quand on rentre dans un wagon, il y a toujours un qui c'est toujours un principe, c'est sécurisé. Après, la question que vous posez est intéressante au niveau du contrôle. Parce qu'on a le droit de contrôler, dans les zones ouvertes au public, les gares, aéroports, bon, restons à la gare de Perpignan. On a le droit de contrôler si vous êtes dans l'enceinte de la gare ferroviaire. Si vous êtes à l'intérieur d'un train et que ce train est arrêté dans la gare, vous êtes dans l'enceinte, dans le lieu ouvert au public de la gare ferroviaire. Si vous circulez, vous n'êtes plus dans la gare. Le contrôle est interdit. Mais bon, ils le font à l'arrêt. Hein. Ah, mais si, il faut à l'arrêt, oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai créé. La brigade de chemin de fer a été créée. Alors, voilà, on le fait jusqu'à Narbonne. Alors, les conseils que je donne. Alors, ce qui peut se passer. Après, c'est la façon dont les procès-verbaux vont être rédigés. Si vous prenez le cas de l'individu que je fais interpeller à Sals, par exemple. Donc, normalement, on n'a pas le droit de contrôler là, puisque le train est en mouvement, on n'est plus dans les lieux prévus par l'arrêté ministériel, ouvert au public, des trucs internationaux. Donc, si on interpelle quelqu'un à Sals, il va falloir, dans un PV de saisie, c'est le premier PV qui va faire tout le reste, nous, policiers, permettez d'envoi, commençons par contrôler, commençons, étant dans un lieu ouvert à la gare de Perpignan, à bord du train un tel, à l'arrêt dans un lieu, commençons notre contrôle. Contrôlons un individu qui s'appelle un tel. Pendant qu'on contrôle le train démarre, on s'aperçoit qu'il est clandestin, eh bien, on n'est plus à Perpignan, mais c'est trop tard. Voilà, et le contrôle est justifié. Comme ça. Récemment, il y a eu un contrôle, les gens sont partis 1 heure en retard parce que le train a été bloqué. Ça, après, il peut y avoir des opérations qui ne dépendent plus de la police aux Oui, frontières. ça veut dire que s'il est en route, ils sont encore plus légaux. Non, attendez, il y a quand même des possibilités de contrôle. Je vous dis, il faut qu'il y ait je vous ai parlé du crime, de la rumeur. Ou de la réquisition. Si le contrôleur dit, écoutez, dans ce compartiment, il y en a un qui fume, je regarde, on va vous contrôler l'identité. Parce que là, ils seront bien assis pour contrôler l'identité de quelqu'un à partir du moment où on signale une infraction. Ensuite, je voulais vous demander, par rapport aux mesures d'éloignement, vous avez signalé lorsqu'il y a obstruction, que la personne ne part pas, elle va être en garde à vue, tribunal, etc. Or, on a des exemples de gens qui se sont débattus, qu'on a attachés, qu'on a gardés dans du fourgon à la part à Perpignan, c'est tout récent, qu'on a gardé suffisamment longtemps pour les faire arriver à un centre de rétention à Toulouse. C'est une famille? C'est des Albanais? Vous me parlez des Albanais? Oui. Après la fermeture du officiel du centre où la CIMAD n'a plus accès et où on ne les enregistre pas comme tels, donc pas de toute liberté, c'est pas comme les appelle. Et le lendemain, ni dans l'avion. On n'a pas respecté le non-souhait de départ. Alors le non-souhait de départ, c'est donc une règle. Parce que si... Ça veut dire que quand vous dites qu'il y a une personne qui refuse de partir, qui se débat, c'était le cas de cette personne, on l'a attaché. Alors, est-ce que c'est légal que la PAC... il y a des moyens de contester. Où est-ce qu'on décide que la personne ne part pas parce qu'elle s'est opposée? Quelqu'un a le risque comme tout, c'est un embarquement d'avion. Là où elle peut
là où, indépendamment de la volonté de la police ou d'elle, il y a quelqu'un qui va dire non, moi je ne le prends pas. Voilà. Si, c'est pour ça qu'on va privilégier, à partir de là, on va privilégier un éloignement par bateau. Parce que la personne, elle peut être autant violente ou refusée ou n'importe quoi, on va le mettre dans une cale, fermée, boum, loin des passagers. Et des avions frétés spécialement par la police. D'ailleurs, affrété par la police. C'est qui? J'avais un ministère de l'Intérieur, il y a un petit avion à Marseille, il est petit, le pauvre. C'est un bimoteur. Déjà, la famille dont on parle, elle a été... Oui, la famille Limbané, oui. Elle a été mise dans un avion où il n'y avait que des policiers. Ah oui, ça c'est peu. Mais ça, après, c'est les moyens de transport. Les moyens de transport est décidé, c'est en relation avec la préfecture. Moyens de transport. Maintenant, la famille, si elle a épuisé toutes ses voies de recours, et même s'il y a encore un recours qui n'est pas suspensif, si elle a épuisé les trucs, le seul moyen de les faire partir, on les convoque le jour même, ils s'en vont. Ça se fait dans la foulée, ou alors ils transitent par le centre de Toulouse, puisque c'est une famille qui a des femmes. Le centre de Perpignan ne prend pas de femmes. Et ensuite, ça c'est un peu différent. Il y a eu récemment à la Tour de Carole un article de l'Indépendant qui a relaté ce qui s'était passé, dont l'article disait ça, hein, je ne sais pas, on n'a pas... Oui, excuse-moi. Oui, donc je disais qu'il y avait un article de l'Indépendant qui n'est pas très vieux, qui relate ce qui s'est passé à la Tour de Carole, où c'est comme ça que c'est dit. La direction de la CNCF a constaté qu'il y avait des choses suspectes de passage de personnes, a prévenu la PAF, qui est venue enquêter, qui a filmé des personnes, et il est dit dans l'article que les agents de la CNCF les ont reconnus. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu là, et donc ces personnes après ont eu des éloignements, des procès, des mises en détention, j'ai plus le détail de l'article. C'est donc qu'il y a eu un travail entre la police et la CNCF qui à mon avis n'a pas lieu d'être. Une direction de l'administration, est-ce que c'est son rôle de dire là il y a des étrangers, est-ce que c'est son rôle, et est-ce qu'ensuite, attends, je termine, excusez-moi, si la PAF lui montre des films, est-ce que c'est le rôle des agents de dire je reconnais un tel? Mais toute administration a l'obligation de dénoncer les crimes et les délits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Maintenant, la SNCF le fait parce qu'elle est victime, mais ça ne doit pas être des étrangers, ça doit être des gens qui taguent les trains, ça, parce que les étrangers, la SNCF, elle s'en fout. Alors, normalement, Cerbère à la Tour de Carole nous appelle pour ceux qui taguent les trains. Parce que personne ne le fait. Après, ça peut être dans le lot des étrangers. Après, parfois, on ne parlait pas de tagage uniquement d'étrangers. Oui, mais ça se peut, mais en fait, mettons-nous, il faut rester objectif. Imaginons-nous, moi, chemin de fer, je suis contrôleur, je vois des gens là qui trafiquent, comment je sais que c'est des étrangers? Je ne vais pas appeler la PAF en disant, je l'ai vu des étrangers. J'ai vu des hommes, moi, j'ai vu des gens. Je ne vais pas dire c'est des étrangers, j'en sais rien. Il faut rester logique, dans tous les cas. Alors, c'est vrai que quand on traite des sujets comme ça, on a vite fait de partir sur des idées, mais on ne peut pas savoir que c'est un étranger. On ne peut le savoir qu'à partir du moment où ils ont été interpellés et qu'on contrôle leur identité. Parce que la SNCF, elle ne sait pas. Donc je pense plutôt que c'est des gens qui taguaient, qui se sont fait serrer par la police aux frontières. C'est pas ce que disait l'article, oui, mais on ne sait pas ni vous ni moi. Hein. L'article, vous savez, moi quand je fais un article sur mon livre, il faut voir ce que c'est. Alors, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des mineurs, ça c'est clair et simple. On va privilégier les mesures de protection de l'enfance. C'est la raison pour laquelle déjà, d'ailleurs à Montpellier a été démantelée une filière d'immigration, enfin un réseau de faux mineurs. Voilà. Alors, pour les gens qui sont limites, qui se font passer par mineurs, comment on détermine la majorité? Bien, on se base sur la majorité osseuse. On prend une radio du poignet gauche. Alors c'est quoi? Moins il y a de cartilage, plus c'est ancien, je crois. C'est l'inverse, voilà. Donc ça a une valeur approximative. C'est-à-dire que si on a, je sais pas, 30 ans, c'est bon, il n'y a pas de secret. Maintenant, si on est à l'âge limite, on va tout le temps faire bénéficier de doute à l'étranger la situation irrégulière. On ne va pas se lancer dans des trucs où on va parler de la minorité alors que c'est limite. Parce qu'il faut que la majorité soit vraiment établie. Quant aux enfants, les tout petits, les bébés suivent leurs parents. Oui, qu'il est. Dans le cadre de mineurs, est-ce qu'ils ont le droit l'État français a-t-il le droit de les renvoyer dans leur pays d'origine? Non, pas de mesure d'éloignement contre les mineurs.
on les placera dans les foyers, d'où d'ailleurs ils partiront, parce que si on place un rond. La presse espagnole ou catalane ou basque, régulièrement, il y a quand même des doléances des autorités policières de ces pays-là sur les pas très bonnes manières de la police française en matière de réadmission, essentiellement pour les adultes, mais parfois aussi pour les mineurs d'ailleurs. Bon alors, concernant les méthodes de la police française, ce sont les mêmes que la police espagnole. Je vous l'ai dit, on joue au ping-pong. On se renvoie les uns et les autres. Alors des fois on le fait dans toute légalité, des fois on se les renvoie et puis on signe et voilà. Mais le résultat c'est le même parce que ce que nous on fait, c'est très à la marge. Le font aussi. Donc c'est comme les Italiens, quand ils chantent, oh putain, la police française nous a posé ces gens-là à notre frontière, c'est inadmissible. On dirait qu'on a tué quelqu'un, non. C'est comme ça, c'est juste continu. Concernant les mineurs, il y a une entente avec, enfin à l'époque j'avais mis en place une entente avec les autorités espagnoles, mais les mineurs, pas les petits, hein, pas les enfants, les mineurs de 16 ans, 17, voilà. Cela, comme quoi, puisqu'ils sont en séjour irrégulier, alors je ne sais pas si c'est encore au bout du jour, hein, c'est moi qui l'ai mis, puisqu'ils sont en séjour irrégulier, et qu'il faut prendre une mesure de protection de l'enfance, monsieur l'Espagnol, il vient de votre pays, prenez cette mesure de protection de l'enfance, et les Espagnols doivent la prendre. Ils la prennent ou ne la prennent pas. Mais à 17 ans, à 16 ans, un mineur, il ne veut pas qu'on s'occupe de lui. Il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Je ne sais pas si vous vous imaginez, à 16 ans, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est sans papier à 16 ans qui va aller dans un foyer, qui arrive ici, il a traversé tout le monde entier, tout seul, comme un grand, il arrive ici, vous allez le mettre dans un truc, un foyer, il ne restera pas 24 heures. Fondamentalement, la légalité n'est pas tout à fait. Ah si, on le met, mais il ne reste pas. Il reste pas. Dès qu'il y a un mineur qui est appelé, il est mis dans un foyer. Bien sûr. En France, sans doute, vous imaginez... Je ne peux pas parler pour l'Espagne. On suppose d'or que si on renvoie en Espagne, il se passerait la même chose. D'abord, on ne les renvoie pas en Espagne. Ça c'est un truc de mesure de protection de l'enfance, la mesure de protection de l'enfance. On n'est pas le seul qui intervient dans le cadre de la protection de l'enfance. La police n'intervient pas. Il y a des organismes qui sont là pour ça. Donc c'est pas nous qu'on intervient. Nous on fixe des règles. Est-ce que l'étranger mineur qui passe, mineur 16 ans, qui passe à notre frontière, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le placer, protection de l'enfance, en Espagne? Donc ce sont les organismes qui s'occupent de la protection de l'enfance qui le font, c'est pas nous. Après nous, à partir du moment où on a le feu vert, on leur donne. Mais ça s'est fait très rarement ça. Et après... Et dans le cas des mineurs dont la minorité n'a pas encore été prouvée, j'en connais, enfin on en connaît à la CIMA, et ils sont sans rien, ils ne sont pas dans les foyers, ils n'ont pas l'aide de l'État, ils ne sont pas pris en charge, et en fait ils errent. Il y en a beaucoup comme ça. Parce que oui. Il y en a énormément. Oui. Énormément. Après il faut voir où c'est qu'ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent rester en France? Ils veulent rester en France. Ah. Mais alors le temps justement de prouver leur minorité... C'est temps de prouver leur minorité, attention qu'ils ne deviennent pas majeurs. Attention qu'en attendant de prouver leur minorité, ils ne deviennent pas majeurs, parce que là ils seraient éloignés. Voilà, oui, c'est ça Mais normalement, là je ne comprends pas. Vous voulez prouver la minorité, pourquoi? Pour pouvoir faire ça, pour être pris en charge, pour rester en France et pour avoir droit à aller à l'école et avoir une formation. Eh bien, il se fait arrêter par la police aux frontières. Alors on a eu le cas d'étrangers qui veulent repartir chez eux, qui n'ont pas de sous, et ils vont à la police aux frontières et disent moi je veux rentrer dans mon pays. Et la police aux frontières va les faire rentrer. Un contrôle, un éloignement. S'il veut être placé en centre, il va voir où à la préfecture, il va au service, voilà je suis mineur, je voudrais être placé dans un centre. Vous, Simad, vous faites la démarche. Pourquoi vous ne faites pas la démarche d'un placement? Alors à 18 ans, on peut l'envoyer dans son pays. À 18 ans, on le renverra tout de suite. Peut-être c'est ce qui craint. Moi, je suis cassé 17 ans. Cette bague dans 22 ans, je suis déjà tard. Parce que pas. Oui. Elle dit que alors on va le placer, puis que dans 1-2 ans, il aura 18 ans et puis il sera éjectable. Effectivement. Oui. Parce que la mesure de la protection de l'enfance ne concerne que les mineurs. Et c'est pas parce qu'il est placé dans un foyer qu'il aura des documents français. Il a la chance quand même d'avoir il a la possibilité d'avoir une formation. Ah oui, une formation, c'est bien. Mais il vaut mieux avoir des papiers, la formation. La formation, c'est bien. Oui, c'est comme les étudiants. Sur les mineurs isolés, quand ils sont pris en charge par le département, ils arrivent une fois évaluer un petit peu ce qu'ils souhaitent, etc. Ils sont plutôt dans des familles d'accueil ou dans des appartements diffus que dans des foyers.
d'accompagnement, parce que c'est mieux comme type d'accompagnement. Puis il y a un accompagnement quand même à une formation, et on ne dit pas on les garde jusqu'à 18 ans, on les éjecte. C'est quand ils sont pris en charge dans un cadre, et puis il y a aussi toute l'étude autour des possibilités de régularisation pour eux, une fois qu'ils auront formation et métier. Voilà. Après, il y a eu énormément de mineurs isolés, ils sont beaucoup plus nombreux qu'il y a quelques années, et la problématique est de la faculté ou la possibilité de les prendre tous en charge, d'un point de vue, y compris des conditions de vie qu'ils ont, et y compris d'un point de vue financier, puisque l'État se désengage totalement au-delà de 4 jours ou de 5 de l'accompagnement de ces mineurs. Voilà, donc c'est aussi notre problématique financière, celle-là pas humaine, mais qui malheureusement interfère sur l'humain. Le plus rapidement possible. En fait, le cercle vertueux qu'on devrait établir, c'est au lieu de se baser sur des espaces de confinement, faire des espaces de solidarité. Je pense par exemple à ces gens qui viennent en mer comme ça, qui se perdent. Il y a des courses maritimes, Kersozon, les grandes courses, et même des régates. Mais imaginez ce que ça pourrait faire si on mettait à profit, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient, si on mettait à profit ces espaces de solidarité en utilisant y compris ces moyens. On en a des moyens. Avec le Venezuela, bon, il y a des problèmes, et beaucoup de gens veulent immigrer. Il y en a qui veulent, enfin, je connais quelqu'un qui voudrait faire venir sa famille ici à Perpignan. Vous croyez que c'est faisable? Que la personne a des chances de... Elle se pose la question, justement, la personne. Est-ce qu'il reste de la famille dans un pays étranger? Pardon? Est-ce qu'il lui reste de la famille au Venezuela, en dehors de la personne qu'elle veut faire venir? Oui, bien sûr, elle a de la famille là-bas. C'est un peu délicat. C'est quoi comme lien de parenté? Une sœur. Elle voudrait le faire venir ici à Perpignan parce que là-bas, en ce moment, c'est que ça devient impossible à vivre. Il n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas beaucoup de chance qu'elle puisse. Mais elle peut demander. Même avec un visa de touriste. Avec un visa, si elle invite avec un titre de visa. Oui, quel âge elle a Je pense une trentaine d'années. C'est un peu tard pour être à la fac. Donc elle peut aller à la fac et elle aura un titre de séjour d'un an. Je n'ai pas compris. Elle peut aller à la fac, mais là, c'est un peu tard, à 30 ans, pour aller à la fac. Il y a des moyens. Ou alors, éventuellement, la possibilité, mais ça, il faut se renseigner à la préfecture, je sais que ça se fait pour le Maghreb, si elle arrive en France, c'est qu'elle crée un commerce. Ah, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, elle peut bénéficier d'un titre de séjour de 1 an. Alors, il faut qu'elle soit inscrite à l'URSSAF, le vrai commerce. Et au bout d'1 an, pour le renouvellement de ce titre, ils vont regarder le chiffre d'affaires de l'année clé. Et si elle a fait assez pour subvenir à ses besoins, le titre sera renouvelé. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne pour le Venezuela, pour le Maghreb, ça fonctionne. Non, mais pourquoi pas? Bon, c'est déjà bien, mais écoutez, on Et va après, peut-être... si elle se marie. On va s'en tenir là pour le débat public, mais vous pouvez continuer à discuter avec Jean-René Auger et vous approcher de la table de la lecture où vous pouvez aussi trouver ces ouvrages.